Bonsoir à tous. Donc dans cette deuxième vidéo concernant la fête de Pessah, nous allons revenir, Bezrat Hashem, sur les fondamentaux de la mitzvah de Bdikat Hametz, de vérification de l'absence du Hametz dans la maison, et aborder quelques questions contemporaines sur ce sujet. Donc pour rappel, l'interdiction du Hametz n'est pas qu'un interdit alimentaire. La Torah n'interdit pas seulement de manger, de consommer du Hametz. On a vu dans la précédente vidéo que la consommation du Hametz, ça pouvait être compris de façon assez large. Je vous encourage à voir cette précédente vidéo si vous ne l'avez pas fait. Mais il y a, en plus de l'interdiction de consommation du Hametz, l'interdiction de posséder le Hametz. Il y a un interdit même de profit. Bal Yerae ou Bal Yematse. Le Hametz ne doit pas être vu ou se trouver dans le domaine du juif pendant la fête de Pessah. Alors, c'est un interdit de la Torah, et concernant cet interdit de la Torah, on aurait pu se contenter d'une seule des deux méthodes qui sont appliquées, qui sont pratiquées depuis les Chachamim. Alors, on pourrait faire la vérification du Hametz, c'est-à-dire se débarrasser de tout le Hametz qui est dans la maison et brûler ce qu'on trouverait. Donc de cette façon-là, on aurait débarrassé notre domaine du Hametz. Donc ça, c'est une façon de sortir de l'interdit de la Torah. On pourrait aussi ne pas vérifier le Hametz dans la maison, ne pas le détruire, et se contenter de dire, à l'approche de la fête de Pessah, que l'on annule purement et simplement ce Hametz, qu'on considère tout Hametz qui se trouverait dans notre maison ou dans notre domaine comme nul et non avenu, comme abandonné, et n'ayant pas plus de valeur que celle de la poussière de la terre. Donc c'est l'une ou l'autre méthode qui permet de sortir de l'interdit de la Torah. Mais si on se contentait de l'une seule de ces deux méthodes, eh bien on aurait un problème, on risquerait de transgresser l'interdit de la Torah. Par exemple, si je me contente uniquement de vérifier ma maison et de brûler ce que je trouve, est-ce que je suis sûr d'avoir véritablement tout trouvé? Non, c'est possible que je sois passé à côté d'un morceau de Hametz, c'est possible qu'il y ait un endroit de la maison que je n'ai pas vérifié convenablement et que du Hametz s'y trouverait encore. Et je transgresserai donc, sans m'en rendre compte, l'interdiction de posséder du Hametz pendant la fête de Pessah. De même, si je me contentais d'annuler verbalement le Hametz, de me dire et de proclamer, d'affirmer, tout Hametz qui se trouve en mon domaine, eh bien, sera dorénavant nul, non avenu, sera considéré comme la poussière de la terre et abandonné, serais-je véritablement toujours sincère si je ne me débarrasse pas du Hametz qui est chez moi? Peut-être que je vais garder un stock de Hametz qui aura de la valeur, qui aura de l'importance, une belle bouteille de whisky, des paquets de gâteaux qui se conservent, et surtout si on parle d'un commerçant qui a des stocks qui ont une valeur qui n'est pas celle qu'on trouve chez des particuliers. Alors, je risquerais à ce moment-là de transgresser l'interdiction de la Torah. Pire encore, je pourrais, pendant Pessah, par habitude, prendre de ce Hametz qui est chez moi, que j'ai pourtant annulé et abandonné avant la fête. J'ai pourtant dit clairement avant la fête que je considère ça, oh, c'est rien, c'est de la poussière de la terre. Mais par habitude, je vais ouvrir un placard et je vois un beau paquet de gâteaux, j'ai faim et je me mets à consommer le biscuit en disant ah, mais c'était ça aujourd'hui. Et donc, on pourrait transgresser non pas seulement l'interdiction de la Torah de posséder le Hametz en n'ayant pas annulé de façon entière et sincère, ça veut dire on l'aurait dit que verbalement, non seulement on risque de transgresser l'interdit de posséder le Hametz parce qu'on ne l'a fait que verbalement et pas sincèrement, mais en plus on risquerait même de transgresser l'interdiction de manger du Hametz qui elle est beaucoup plus grave. Posséder du Hametz, c'est un interdit de la Torah, mais manger du Hametz, c'est un interdit de la Torah qui est puni de Hametz, donc qui est puni de Karet, qui est une des plus graves sanctions prévues par la Torah. Ça veut dire qu'on se coupe spirituellement du peuple d'Israël, et donc c'est un interdit qui concerne celui qui mange à Kippour, ou celui qui
commet des infractions comme celle des unions interdites, donc il transgresse Shabbat, bref, ça fait partie des interdits les plus graves de la Torah. Donc, pour ne pas en arriver à ce genre d'extrémité, les Chachamim ont prévu d'utiliser les deux méthodes. Donc, on va à la fois débarrasser son domaine de tout le Hametz qui s'y trouve, on va brûler le Hametz qu'on aurait éventuellement, qui resterait éventuellement avant la fête de Pessah, et on va ajouter à cela l'annulation du Hametz, on va proclamer que tout ce qui reste et qu'on n'a pas pu trouver, ou même si on l'a trouvé, qui se trouve abandonné et qui n'a pas plus de valeur que la poussière de la terre. Donc voilà les fondamentaux, voilà l'essentiel de la mitzvah de l'abdikat hametz. Ça veut dire que l'abdika, la vérification, est une mitzvah des rabbanan que les chachamim ont instituée, puisque du point de vue de la Torah, je pourrais me contenter de l'annuler, mais pour les problèmes qu'on vient d'évoquer, on doit faire à la fois l'annulation et l'abdika. Ça veut dire que ce sont les deux méthodes qui doivent être employées et pratiquées. Alors, qu'est-ce qui doit être vérifié avant Pessah? Quels sont les lieux qui doivent être vérifiés pendant la fête? Eh bien, en réalité, on vérifie avant la fête tout endroit où du Hametz a pu se glisser. L'exemple qui est donné par la Mishnah, dans Masechet Psachim, la première Mishnah de Masechet Psachim, c'est même la cave. C'est-à-dire, je dois même vérifier ma cave à vin, parce que c'est possible que pendant le repas, le shamash, le majordome, soit parti tirer du vin pendant le repas et y ait oublié un morceau de son pain. Et donc ce pain va rester, c'est du Hametz. Et je n'ai pas le droit de le posséder pendant Pessah. Donc il y a un débat entre effectivement Beth Hillel ou Beth Shammai, pour ceux qui connaissent le passage sur le nombre de rangées de tonneaux qui doivent être vérifiés. Mais en tout cas, vu que c'est un endroit où du Hametz a pu être oublié pendant l'année, eh bien c'est un endroit qui doit être vérifié. Le Rama, Rav Moshe Isserles, comme on dit, c'est le posek, le décisionnaire de référence pour les communautés ashkénazes, mais c'est un décisionnaire de référence en général, et rappelle de vérifier les poches des vêtements, notamment ceux des enfants, puisque c'est très possible que pendant l'année, ils y aient glissé un biscuit ou un aliment, et donc il ne faudrait pas que ce Hametz-là reste chez nous pendant la fête de Pessah. Donc on doit vérifier même les poches, et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des enfants en bas âge à la maison, n'importe quel emplacement susceptible est susceptible de contenir du Hametz. N'importe quel endroit. Ça peut être des bacs de rangement, ça peut être les coffres à jouets, ça peut être le bac à linge. Oui, il y a des fois du Hametz dans du bac à linge. On n'est pas à l'abri d'y trouver un bisli ou un crackers. On peut toujours avoir des surprises. Il faut aussi vérifier sa voiture, alors surtout si on a des enfants. Mais même si on n'a pas d'enfants, si ça vous arrive de manger dans votre voiture, eh bien c'est un argument suffisant pour qu'on la débarrasse avant la fête de Pessah. Et bien entendu, son lieu de travail, son magasin, tout endroit susceptible de contenir du Hametz où on a pu entreposer ou consommer du Hametz pendant l'année. Alors tout ça, évidemment, ça fait beaucoup. Et étant donné que la vérification prévue par les Chachamim, et elle a aussi une date, c'est pas seulement on doit vérifier avant Pessah, il y a aussi une date qui est prévue par les Chachamim, ça doit se faire le 14 au soir, ça veut dire l'avant-veille, la veille de la fête, la veille au soir de la fête, c'est à ce moment-là qu'on doit vérifier cette absence de Hametz. Et c'est difficile de s'imaginer de nos jours de vérifier chaque poche de vêtements, chaque compartiment de sac ce soir-là. À l'époque de Chachamim, j'imagine que les gens vivaient beaucoup plus simplement et n'avaient pas autant de choses à vérifier. De nos jours, Baruch Hashem, on vit dans l'abondance, dans une abondance de sacs à dos, de vêtements avec des poches et de salles, voilà. Et donc, ce sont des appartements, on a des rangements aussi qui sont divers et variés. Évidemment, vérifier tout cela le soir du 14, ça commence à devenir compliqué. Si vous rajoutez aussi à cela la voiture, et vous rajoutez aussi le lieu de travail, et l'éventuelle résidence secondaire, alors on se rend compte rapidement qu'une seule nuit ne suffit pas. Donc c'est pourquoi ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de se débarrasser du Hametz de la maison et de tous ces endroits-là
progressivement à l'approche de la fête de Pessah, de façon à ce qu'on fait le soir du 14, ça n'est que la vérification ultime, le dernier passage pour être sûr qu'aucun Hametz ne reste. Ça doit être néanmoins une véritable vérification et pas une simple promenade de santé pour retrouver des petits pains. Ça doit être quand même idéalement quelque chose de rigoureux et de méthodique. Alors, donc, puisque la vérification, la vraie vérification, on ne peut pas la faire entièrement le soir du 14, ça serait trop long, eh bien, le nettoyage qui précède Pessah, ça doit constituer une vérification valable. Alors, pour que le ménage qui précède constitue une vérification valable, il faut retenir quelques principes. Tout d'abord, premier principe, le ménage et la vérification, ça ne veut pas dire exactement la même chose. D'accord ? Ça veut dire que la vérification, c'est observer et constater qu'il n'y a pas de Hametz. Et dans les lieux où ils sont susceptibles de se trouver. Alors, le dessus des armoires qui font 2,20 m dans la chambre des enfants, il y a peu de chances pour que les enfants y aient grimpé et y aient mis à manger. Je ne sais pas, il y a peut-être des enfants très agiles. Je ne sais pas, tout dépend des familles, bien sûr. Mais normalement, il y a des endroits où on comprend, c'est difficile d'imaginer que du Hametz puisse s'y trouver. Si maintenant on profite de la vérification du Hametz pour prendre des escabeaux et se mettre à nettoyer le dessus des armoires, pourquoi pas? Mais ce ménage-là, par contre, n'est pas exigé par la halakha. D'accord? Si vous voulez astiquer chaque recoin de tiroir, pourquoi pas? Mais ça, ce n'est pas la vérification. La vérification, c'est ouvrir le tiroir, s'assurer qu'il n'y a pas de Hametz dedans, et c'est tout. Donc ça peut aller beaucoup plus vite que le ménage. Donc bien sûr, si on en profite pour faire le ménage, tant mieux, mais la vérification, c'est différent. C'est quelque chose de plus simple quand même. Deuxième chose, la vérification, elle doit se faire à la lumière d'une lampe. Et ça, c'est important. Est-ce que, quand on fait le ménage, on fait une vérification valable? Il faut que ce soit à la lumière d'une lampe. D'accord? Passer à un chiffon et on ne voit rien du tout, alors là, on n'a pas fait une bdika, on n'a pas fait une vérification valable. Donc, ça doit se faire à la lumière de la lampe, et ça, c'est même en journée. Hein, la halakha prévoit que celui qui n'a pas fait sa vérification, fait sa bdika Hametz le soir du 14, et il l'a fait le lendemain matin. Donc, même s'il y a la lumière du jour, on doit faire la vérification, elle doit se faire les or haner, elle doit se faire à la lumière d'une lampe, d'une bougie. Donc comment faire pour que le ménage qui est fait avant Pessah, il soit valable comme s'il avait été fait à la lumière d'une bougie? Est-ce qu'on le fait systématiquement à la lumière d'une bougie? Alors, dans une journée, si on est devant ce qu'on a, il y a différentes situations où effectivement, même s'il n'y a pas de bougie, c'est comme si c'était vérifié les oraner. Par exemple, la halakha parle de la notion de harsadra. La notion de harsadra, c'est quand on est devant une baie qui est complètement ouverte, donc on a la lumière du jour qui entre de façon directe, et bien là, on n'a pas besoin de la lumière d'une bougie, d'une lampe, puisque c'est ce qu'on appelle shraga betihara. C'est une lumière en plein jour. À quoi sert une lumière en plein jour? Quand on a la lumière du jour qui éclaire de façon directe, eh bien une lampe n'a pas d'utilité. Donc là aussi, si vous avez une fenêtre ouverte, et c'est à la lumière de cette fenêtre que vous avez ouvert le sac à dos, que vous avez fait sortir, que vous avez ouvert la poche des manteaux des enfants, eh bien là aussi, c'est une vérification qui est valable. Et le soir du 14, vous n'aurez pas besoin à nouveau de réouvrir le sac pour vérifier qu'il n'y a pas de Hametz. Donc, de la même manière, si vous avez nettoyé votre voiture à la lumière du jour ou à l'aide d'une lampe électrique, d'une lampe torche, eh bien, la vérification que vous avez faite, le ménage que vous avez fait avant Pessah est valable. Vous savez qu'il n'y a plus de Hametz dans la voiture et d'après la stricte halakha, vous n'êtes pas obligé le soir du 14 de retourner dans votre voiture pour vérifier qu'il n'y a pas de Hametz. C'est bien, comme on a dit, que la vérification du 14 soit une vérification la plus complète et la plus méthodique possible, mais étant donné que c'est déjà fait, si le soir du 14, vous n'avez pas envie de faire des rencontres désagréables dans les parkings, ou voire même plus problématique que ça, alors on peut compter sur le nettoyage qui a déjà été fait à la lumière du jour ou avec une lampe pour
supposer qu'il n'y a pas de Hametz dans la voiture. Alors ça, il faut le savoir. Ça veut dire, si vous vous contentez de faire un ménage, mais que vous n'avez pas vérifié chaque compartiment de la voiture à la lumière, avec une lampe ou à la lumière du jour, eh bien là, il n'y a pas eu de bdika. Et alors, à ce moment-là, le soir du 14, on est obligé d'y retourner. Donc ça veut dire qu'il faut être conscient de tout cela à l'approche de la fête de Pessah, que quand on fait un ménage, ça doit aussi faire office de bdika si on n'a pas envie que la bdika du soir du 14 traîne en longueur, soit à rallonge. Donc ça, c'était pour les poches des enfants. Et autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une lampe électrique dans la maison, que vous allumez la lumière, et que c'est avec cette lumière que vous faites les poches, que vous faites les sacs, que vous faites les tiroirs, là aussi, c'est comme une arsadra, c'est un éclairage qui est suffisant pour rendre une bougie inutile. Donc ça, c'est une vérification valable, et c'est sur cette vérification-là qu'on peut s'appuyer pour ne pas avoir à être aussi pointilleux le soir du 14 quand on fait cette fameuse vérification ultime de Or Léar Barassar de la veille du 14. Alors, autre question un peu plus piquante, est-ce qu'on peut s'appuyer sur la vérification de son épouse? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lit la Gemara dans Masechet Psachim, il ressort clairement que la bdika incombe au mari, incombe à l'homme plutôt qu'à la femme. Pourquoi? Parce qu'on considère que la vérification, que la bdika, c'est une tâche difficile, pénible, et donc c'est au mari de prendre sur ses épaules ce genre de travail. Alors ça peut paraître surprenant parce qu'on voit les femmes beaucoup plus efficaces à ce sujet, et c'est un constat qu'a fait le Aruch HaShulchan, donc le Rav Epstein, célèbre décisionnaire du début du XXe siècle, qui fait remarquer que de nos jours, on peut compter sur l'abdika d'une femme comme celle d'un homme, voire plus. D'accord, je ne peux pas m'empêcher de penser à la remarque qu'a faite une des candidates à l'élection présidentielle imminente, qui disait que rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Bon, je lui laisse la responsabilité de cette remarque, mais effectivement, c'est ce qu'avait constaté le Aruch HaShulchan. Encore une fois, ménage et bdika, c'est pas exactement pareil. Néanmoins, même halachiquement, la bdika d'une femme est parfaitement valable de nos jours, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on doit vérifier les sfarim de la Sifria? Est-ce qu'on doit vérifier les livres de la bibliothèque? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'obligation de bdika, malgré l'annulation, d'accord, ça veut dire qu'on a déjà dit que pour l'interdiction de la Torah, il suffit d'annuler le Hametz. Il suffit de proclamer le Hametz nul et abandonné. Alors, pourquoi je vais vérifier en plus? Les Chachamim m'ont obligé à vérifier en plus parce qu'ils risquent de trouver du Hametz d'une certaine importance, d'une certaine valeur, que je n'annulerai pas de façon sincère ou que je risque de consommer. On est bien d'accord. Donc, ce Hametz d'une certaine valeur, eh bien, pour les Chachamim, sa valeur minimale, son volume minimal est celui d'un kazaït. Ça veut dire que du Hametz qui serait d'un volume moindre que celui d'une olive, on n'est pas obligé de le vérifier. Il suffit de l'annuler et c'est terminé. En effet, il n'a pas d'importance. On ne risque pas de le consommer pendant Pessah et donc c'est pas la peine de vérifier aussi les miettes. Voilà, ça c'est important. Il n'y a pas d'obligation de vérifier des miettes. Ça, c'est la stricte halakha. Alors, juste un petit bémol quand même. Quand on dit que moins qu'un kazaït, on n'est pas obligé de le vérifier, c'est quand il s'agit d'un petit morceau de hametz qui n'a pas d'importance en lui-même. Mais si vous avez un petit crackers, oui, mais il forme un tout. Vous avez un bisli, il forme un tout. Ah oui, c'est un bisli, c'est tout petit, c'est moins d'un kazaït. Certes, c'est moins d'un kazaït, mais étant donné qu'il a une importance, on risque de le consommer pendant Pessah, on risque de lui donner de l'importance et de ne pas l'abandonner, entre guillemets, et donc il doit être détruit avant la fête. Donc pour des bisli et des petits crackers, même s'ils font moins qu'un kazaït, on doit faire cette vérification midérabanan. Les chachamim nous l'imposent. Alors, dans des sfarim, la seule chose qu'on risque de trouver, ce sont des miettes, c'est pas un bisli, c'est pas un crackers, mais ce sont des miettes. Donc est-ce qu'on va vérifier les miettes qui peuvent se trouver entre les interstices des pages? Eh bien, d'après le Chazon Ish,
on doit effectivement vérifier ce Hametz-là. Le Chazon Ish, le Rav Yishayahu Karelitz, et c'est le décisionnaire emblématique de la ville de Bnei Brak. Et lui, il considère que ce qui se trouve entre les pages d'un livre peut être mangé pendant Pessah. Vous pouvez ouvrir un Sefer, vous êtes en train d'étudier, vous vous rendez compte qu'il y a une miette quelque part, vous risquez de le porter à la bouche. Ça, c'est ce que dit le Rav Yishayahu Karelitz, donc le Chazon Ish. Avraham Yishayahu Karelitz, le Chazon Ish. Et il dit que à partir du moment où il y a un risque de consommation, eh bien là, même si c'est moins d'un kazaït, il y a obligation de vérification, un petit peu comme on a dit pour le bisli ou le crackers, qui, même s'il fait moins d'un kazaït, eh bien, a suffisamment d'importance intrinsèque pour obliger une vérification, pour obliger une bdika. Donc lui dit, on doit vérifier les sfarim. Alors, ce qu'on peut faire, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que même d'après le Chazon Ish, cela ne concerne que les sfarim, que les ouvrages, les livres qu'on a pu utiliser près de la nourriture. Un ouvrage qu'on sait n'étudier pas auprès de la nourriture, qu'on sait qu'on n'a pas mangé près de ce livre, eh bien on n'est pas obligé de le vérifier. De même, puisque l'obligation de vérification ne vient que du fait qu'on risque de le manger pendant la fête, ce qu'on peut faire, c'est que s'il y a des ouvrages qu'on sait qu'on ne va pas ouvrir pendant la fête de Pessah, par exemple un précis sur les règles de Kippour, je ne risque pas de l'ouvrir pendant Pessah, un précis sur... voilà, donc je ne sais pas, il y a des livres dont je suis sûr que je ne vais pas les ouvrir pendant la fête de Pessah, et bien là, je peux juste mettre une étiquette pour rappel, je dis à ne pas utiliser pendant Pessah, et ça suffira. Ça suffira, on n'aura pas besoin de le vérifier. Donc ça, c'est ce que pense le Chazon Ish. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, lui, il fait remarquer qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas la coutume de vérifier les Sfarim. Alors, beaucoup le font de nos jours, justement, du fait de l'influence du Chazon Ish, mais lui dit qu'il n'a jamais vu ses maîtres le faire. Donc le Rav Ben Sion Abba Shaul, c'était le Rosh Yeshiva de la célèbre Yeshiva de Porat Yosef, qui avait été fondé par le Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim de Bagdad, et qui existe encore à Yerushalayim. Donc le Rav Ben Sion Abba Shaul lui dit qu'il n'a jamais vu ses maîtres vérifier les Sfarim avant la fête de Pessah. Lui, il suggère que le fait de porter à la bouche des miettes qui se trouveraient entre les interstices des pages, c'est quelque chose de trop lointain pour qu'on le craigne, et que donc ça n'oblige pas à une vérification. Et donc il dit qu'on ne devrait vérifier que les sfarim qu'on risque d'apporter à table pendant Pessah, parce que si tu les apportes à table, là la miette, effectivement, elle peut tomber dans ton assiette, ou elle peut tomber sur des aliments. Là, il y a effectivement un risque de consommation. Donc les birkonim, les marzourim, ceux-là doivent être vérifiés, et même mieux, si vous avez un set de birkonim, de petits birkat Amazon spécifiques pour Pessah, c'est encore mieux. Et dernière remarque, si ça n'a pas été assez clair, quand on dit qu'on doit vérifier tout endroit où du Hametz peut se trouver, c'est tout endroit aussi qui est accessible. Vous n'êtes pas obligé de fouiller dans les interstices d'un canapé à un endroit où vous n'arrivez même pas à glisser votre main. Si ce n'est pas accessible, il n'y a pas d'obligation de vérification. Voilà, je pense qu'avec ça, on est revenu sur les fondamentaux de l'Abdikat Hametz. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la fête de Pessah, qui est une fête riche en règles halakhiques, mais on ne peut pas tout couvrir, évidemment, dans ce cadre-là. En tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur le fil de la discussion, et d'ici Pessah, Bezrat Hashem, j'espère vous proposer une nouvelle vidéo concernant cette fois des questions qui pourraient se poser durant le Seder. Donc à très bientôt, et à Shabbat Shalom entre temps.